Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Arrivé lundi, et présenté en conférence de presse hier, Silvinho sera bien l'entraîneur de l'OL la saison prochaine. Il est le choix de Juninho, qui lui fait son retour en tant que directeur sportif, alors que l'organigramme lyonnais entame une mutation profonde, et que le club change de cap. Aulas a-t-il fait le bon choix? Quel risque présente ce revirement? Que faut-il en penser? Alors pour commencer, un très bref portrait robot. Né à Sao Paulo en 1974, Silvinho a 45 ans, et ancien latéral gauche d'1m72, il a raccroché les crampons en 2011, après un ultime bail sous les couleurs de Manchester City, le 5e club de sa carrière longue de 16 ans, qu'il lance au Corinthians, avant de filer à Arsenal. Dirigé là par Wenger, il dispute 55 rencontres en 2 saisons chez les Gunners, puis rallie le Celta Vigo, où il côtoie Florian Maurice, l'actuel directeur du recrutement lyonnais. Ses belles performances, dans une équipe qui se qualifie en C1 pour la première fois de son histoire, attire l'œil du Barça, où il évoluera de 2004 à 2009, remportant 3 Ligas et 2 Ligues des Champions. Alors à part peut-être au Celta, où il avait vraiment une grosse cote de popularité, on peut pas dire qu'il était un joueur absolument majeur des équipes dans lesquelles il se trouvait. Voilà, plutôt un très bon remplaçant, mais avec quand même quelques points d'orgue. Élu dans l'équipe type de Première Ligue, en 2001 par exemple, titulaire en finale de Ligue des Champions en 2009, remporté contre Manchester United, c'était pas un joueur incroyablement talentueux, mais que tout le monde décrit comme un acharné de travail, un vrai bosseur, très carré et passionné de tactique. C'est donc tout naturellement que 2 mois seulement après avoir mis un terme à sa carrière de joueur, il décide d'intégrer le staff de Cruzeiro et multiplie les expériences d'adjoint. Recife, Nautico, Corinthians, puis l'Inter Milan, de 2014 à 2016, avant de rejoindre Tite, à la tête de la sélection brésilienne, un poste qu'il devait continuer à occuper à l'occasion de la Copa América, qui débute dans un mois, mais dont il a finalement été libéré pour rejoindre l'OL. Il emmène dans ses bagages Fernando Lazzaro, analyste vidéo de la sélection, mais, comme confirmé hier en conférence de presse, poursuivra avec le staff en place, durée de contrat, 2 ans, et donc horizon été 2021, dans un premier temps. Bon, donc voilà pour les faits, et j'ai essayé de passer assez rapidement dessus. Maintenant la question qui nous intéresse, est-ce que c'est un bon choix pour Lyon? Le truc qui fait grincer des dents, c'est quand même son inexpérience au poste de numéro 1. L'Inter Milan aux côtés de Mancini, la sélection nationale brésilienne en tant qu'adjoint, notamment à l'occasion d'une Coupe du Monde, un beau pédigré, auquel on peut rajouter d'ailleurs des bails de joueurs sous Wenger ou Guardiola, mais ça vaut pas tout à fait une expérience réelle d'entraîneur principal, un poste qu'il n'a jamais exercé, et donc il y a un risque intrinsèque non négligeable. Deuxième chose qui a pas mal fait réagir ensuite, c'est que si Silvinho parle portugais, anglais et espagnol, il maîtrise pas le français. Ce qui est une caractéristique qui a toujours été présentée par Aulas et le club comme absolument non négociable, et d'ailleurs c'est la première fois en 32 ans de présidence que ça sera pas le cas. Est-ce que ça peut être un problème? Enfin, on peut se poser la question de l'accueil du vestiaire. Alors Genesio avait ses torts bien sûr, mais en 3 ans et demi, il a plutôt conservé les faveurs de son groupe. Pas de chaque individu, mais globalement il était apprécié des cadres. Il y avait une vraie proximité avec certains, je pense notamment que son caractère assez détendu et avenant facilitait les choses, alors que de tout ce qu'on a pu voir pour l'instant, et notamment en conférence de presse hier, Silvinho lui dégage une autorité assez nette. Voilà, il y a un style quasi militaire, beaucoup d'aplomb dans ses phrases. Comment est-ce que cette rupture sera reçue? C'est une autre question qu'on peut se poser. Alors pour le premier point, qui est donc l'inexpérience, je pense évidemment qu'être en tant que club le premier défi d'un coach qui se lance, ça offre peu de garanties, mais justement, ça offre peu de garanties. Ça veut dire que t'as aussi une chance que le mec soit vraiment bon, fasse une grande carrière d'entraîneur par exemple. Et dans ce cas-là, si t'es l'OL, tu l'aurais sans doute jamais eu sans cette part d'incertitude. C'est beaucoup plus facile d'attirer le prochain Guardiola quand personne sait qui va devenir le prochain Guardiola. La preuve, Mayence a pris un risque en 2001, il s'appelait Klopp. L'Espagnol Barcelone a pris un risque en 2009, il s'appelait Pochettino. Et quand t'es Lyon, t'es sans doute un cran plus haut que ces clubs-là, mais pour moi le constat est globalement le même. C'est que si t'es jamais prêt à prendre de risques, t'auras jamais mieux qu'un coach moyen. Et puis autre chose par rapport à cette inexpérience, c'est que Silvinho était l'adjoint de Tite à la tête du Brésil, ok, mais il devait reprendre la sélection olympique en tant que numéro 1 dans la foulée de la Copa América. Donc le fait de devenir entraîneur principal, c'est une situation à laquelle il se prépare depuis un petit moment maintenant. On peut pas dire que ça le prend totalement au dépourvu. C'est d'ailleurs une ambition que relaie Alexandre Losetti de Globo Sport. Silvinho a toujours voulu devenir numéro 1, il ne s'en est jamais caché. Alors pour la langue ensuite, ça c'est peut-être seulement le temps qui nous le dira, mais à nouveau les pronostics de son entourage sont assez optimistes. Selon Marco Aurelio Cunha, en poste à la fédération brésilienne, il est polyglotte et apprendra le français en moins de 3 mois. C'est vrai qu'hier en conférence de presse, il a démarré avec une allocution en VF, et il a dit que l'apprentissage du français serait pour lui une priorité. Je pense aussi que dans un premier temps, le fait d'avoir dans le staff un mec
comme Cassapa, bien sûr Juninho comme directeur sportif, et même dans l'effectif, un relais comme Raphaël, qui a prolongé récemment et qui a de l'expérience, bah ça aidera. Et on peut que spéculer, mais si je devais parier, je dirais que si échec de Silvinho il y a, ce sera pas à cause de ça. Enfin, pour l'aspect rupture avec les traditions, bah je pense que c'est vrai que ça risque de rigoler un peu moins à l'entraînement, ok, c'est vrai que ça risque de travailler dur, il est possible qu'il y ait un petit choc des cultures et un peu de friction, mais je pense pas que ce soit nécessairement une mauvaise chose. Je me souviens des déclarations d'Ancelotti après avoir quitté le PSG, qui regrettait une certaine désinvolture. On a bien sûr les échos de tous les Français qui rejoignent des grands clubs étrangers et qui sont surpris par le décalage d'intensité. Même Memphis, hier, a pris la parole dans un média hollandais pour souligner la différence entre les entraînements en sélection et les entraînements en club. Ça risque de piquer au début, mais si les résultats suivent et que les joueurs sentent une progression individuelle, je les imagine pas non plus rechigner à la tâche. Et c'est peut-être là l'avantage d'avoir un groupe comme l'OL, très jeune et qui peut prendre facilement des mauvaises habitudes, mais qui peut aussi vite les perdre, et où des égos existent, bien sûr, mais pas au point d'estimer qu'ils ont déjà tout vu et qu'ils savent mieux qu'un mec qui a gagné 2 fois la Ligue des Champions. Bon, donc si on écarte ces 3 doutes, maintenant pour moi la question phare c'est, après 3 saisons et demie de Genesio, quel jeu est-ce qu'on va voir ? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? Et alors initialement c'était pas très bien défini. Selon Gustavo Lopez, son coéquipier au Celta, Silvinho est un passionné de jeu, il s'intéressait à la méthodologie de l'entraîneur, échangeait avec le staff et observait avec attention le déroulement des séances, et pour Wagner Mancini de Cruzeiro, il m'aidait sur le terrain mais aussi dans l'observation des adversaires. Il sera un coach tactique, exigeant sur l'organisation tout en donnant une certaine liberté quand son équipe aura le ballon. Il va vouloir la possession mais avec des transitions rapides et surprenantes. Voilà, personnellement je trouve que c'est des déclarations qui sont assez vagues, assez difficiles à interpréter, voire parfois même un peu antithétiques, mais heureusement hier en conférence de presse, Silvinho a été bien plus précis, et comme il l'a répété, il aime la possession, il aime jouer dans le camp adverse, il aime avant tout le 4-3-3, qu'il préfère à une pointe basse, elle-même assez fine, technique, et donc un milieu en 1-2, avec une sentinelle qui pulse, qui donne le là, une forme de Busquets clairement, c'est intéressant. Alors justement, on va jeter un rapide coup d'œil à l'effectif actuel, et à ce que Juninho et Silvinho comptent bâtir. Du côté des départs, Morel est en fin de contrat, Marcelo n'est pas assez bon, Fekir, lui, a un bon de sortie, Ndombele fait partie des ventes prévues, Ferland Mendy un peu moins, mais en cas de grosse offre, il sera difficile à retenir, et Real et Barça, on aurait déjà formulé, donc on va partir du principe qu'il sera plus là. Maintenant, une fois qu'on a retiré ces éléments, pour composer la nouvelle structure, il faut en dessiner l'armature. Quels sont les principes directifs qui guident la réflexion de Juninho et Silvinho ? Bah déjà, le 4-3-3. Et comme ça a été dit en conférence de presse hier, le secteur offensif bougera assez peu, puisqu'avec Memphis, Dembélé, Cornet, Terrier, Traoré et le petit Gouiri qui revient de blessure, les postes sont doublés, avec plusieurs joueurs très polyvalents pouvant évoluer un peu partout sur le front de l'attaque, donc s'il y a un départ, il sera comblé, mais je pense pas qu'on doit s'attendre à de grands travaux devant. Au milieu en revanche, c'est différent. Je pensais initialement que Touzard aurait un rôle à jouer avec le départ d'Ndombele, mais force est de constater que la description qui a été faite en conférence de presse du 6 idéal l'écarte carrément. Il est un destructeur très efficace, mais a trop peu progressé techniquement, voit mal les intervalles, et ne prend pas de risque balle au pied. Un peu plus haut, je pense bien sûr qu'Aouar occupera sa position préférentielle, et il faudra remplacer Ndombele. Donc même si je vois une saison qui pourrait permettre l'émergence de Maxence Cacré, il est sûrement encore trop tendre pour être titulaire. Voilà, Pape Cheikh Diop, lui c'est carrément une inconnue, je m'attends à 2 ou 3 recrues au milieu. Et puis enfin, derrière, c'est la priorité. Et ça a longuement été évoqué en conférence de presse par Juninho, il faut impérativement 2 défenseurs centraux de haut niveau. Un titulaire pour compléter Denayer qui est excellent, et un remplaçant, où Marcelet, 19 ans et très prometteur, pourra lui disputer la 3ème place du quatuor. C'est possible qu'on en recrute qu'un seul et que Tété se reconvertisse en tant qu'axial, sinon il partira certainement, puisqu'avec Dubois et Raphaël, le poste de défenseur droit est doublé. À gauche, recrue impérative si Mendy est vendu, avec Marsal en remplaçant, et puis au poste de gardien, certaines rumeurs envoient Lopez à Porto, mais je serais très surpris que ça aboutisse. Pour finir, et pour conclure cette analyse, je vais bien sûr vous donner mon avis en tant que supporter lyonnais, et globalement c'est assez simple, je suis très content. Déjà, et ça s'est vu en conférence de presse, la relation Silvinho-Juninho a l'air excellente. Le fait d'avoir un coach qui est choisi par le directeur sportif, ça aide, c'est un très bon point quand on voit les problèmes que ça a pu créer ailleurs. Et si Juni, de par son historique lyonnais, risque initialement de lui faire un peu d'ombre, je pense en fait que ce sera une bonne chose, et que ça pourrait être une ombre salvatrice qui soulagera Silvinho de la pression des tout premiers résultats. Ensuite, je suis aussi assez enthousiasmé par le fait que Colas lâche un peu les rênes du sportif. Voilà, pour moi le poste de DS est d'une importance capitale, il fallait qu'on en ait un depuis un petit moment. Et puis enfin, pour moi, très bon point, c'est qu'on ait réglé cette question aussi vite. Au 29 mai donc, la structure complète est là, sur place, prête au travail, avec toute une intersaison.
pour construire un projet. Voilà, en tout cas les amis, c'est donc la fin de cette analyse, et j'espère bien sûr qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu. Si c'est le cas, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour pas rater la suite qui va être absolument démentielle, on dort pas beaucoup en ce moment. Voilà, de mon côté, il me reste plus que à vous lire. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de Sylvinho dans les commentaires, et ensuite de notre côté on se retrouve très vite pour la suite, dès demain pour mon analyse de la finale d'Europa League. Alors d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une excellente soirée, et on se dit à bientôt. Bisous.